Alors bonjour, donc je parle dans un micro mais ça ne fait pas plus de bruit, c'est juste pour l'enregistrement, désolé. Alors je suis Nicolas Charles de la société Normation. On est un éditeur logiciel, on édite un logiciel de gestion d'automatisation et justement je vais vous parler des 10 erreurs à éviter dans le cadre d'un projet d'automatisation du SI. Alors le but c'est d'arriver à avoir un système d'automatisation qui fonctionne bien. Alors un système qui fonctionne bien, la définition est un peu vague. Ce chien qui nage, on peut considérer que c'est une bonne solution pour nager. C'est peut-être pas la plus efficace, mais ça peut marcher. Donc je vais vous montrer quelques erreurs qui peuvent arriver traditionnellement, qui peuvent, si quand même tout va bien, amener au chien, et si ça marche pas, n'amène nulle part. Alors je vais déjà faire un petit sondage parmi vous. Qui a déjà une solution d'automatisation chez soi, dans son entreprise, Personne? D'accord, ok. Bon ça fait un bon début alors. La première erreur, qui est assez couramment faite pour l'automatisation, c'est d'imposer un outil. Donc c'est quelqu'un qui a décidé qu'on va utiliser un outil. En général, un décideur, un DSI qui a discuté avec ses collègues DSI d'autres entreprises, qui sait que dans leur société, l'outil marche bien, et qui va imposer le logiciel, sans demander surtout aux équipes si c'est bien ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont à faire avec ce logiciel. Donc ça, c'est des cas qu'on a déjà vus, des sociétés qui avaient acheté un logiciel très très cher, avec beaucoup de licences, qui se comptent en millions, et la boîte était toujours sur l'étagère parce qu'ils n'en avaient pas besoin, parce que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'ils voulaient. Et le DSI était très content parce qu'il avait acheté le logiciel qu'il voulait et il disait à ses autres collègues DSI que le logiciel était génial. Donc ça, c'est une vraie erreur. Donc la bonne solution, évidemment, c'est d'impliquer le maximum de gens dans le choix, dans la réflexion, dans le cahier des charges et ensuite dans le choix d'un outil, d'un ou plusieurs outils qui pourraient correspondre à un besoin. Une erreur qui est assez à la mode en ce moment aussi, c'est de dire qu'on fait du DevOps, avec des guillemets. Idéalement, on démarre en faisant une réunion avec toutes les équipes techniques en disant « Maintenant, nous allons faire du DevOps ». Voilà. Et rien changer, parce que ça ne sert à rien. Une fois qu'on l'a dit, c'est bon, on fait du DevOps, et tout va bien se passer. Évidemment, ça ne change rien. Ensuite, le corollaire, c'est juste adopter un outil ou plusieurs outils et penser que magiquement, tout va bien se passer dans l'entreprise ou dans l'organisation, que tous les problèmes vont disparaître, que le temps pour provisionner des VM va passer de 3 semaines à 2 minutes automatiquement, sans rien faire. Donc ça, la principale erreur, c'est oublier que DevOps, c'est pas que de l'automatisation, mais il y a 3 autres lettres dans DevOps qui sont CAMS. Enfin, l'acronyme c'est CAMS, Culture, Automation, Measure and Share. Donc l'automatisation, c'est que le A, et en gros, on estime que c'est à peu près 10% de la culture DevOps, l'automatisation, et le reste, surtout culture, c'est à peu près 50% d'une transition DevOps. Parce que le plus dur à changer, c'est les process et les humains. Enfin, pas changer les humains, mais leur façon de travailler. Justement, pour changer leur façon de travailler, on peut embaucher des experts DevOps. Donc ça va être des experts de haut niveau qui savent parler aux développeurs et aux opérationnels. Comme ça, on rajoute un silo. On a notre silo de développeurs, on a notre silo d'opérationnels. On va rajouter entre les deux un silo de DevOps qui va savoir parler aux 2 autres silos. Donc ça, évidemment, ça ne corrige aucun problème. Ça rajoute juste une couche d'indirection entre les équipes. Ça ralentit encore plus toutes les améliorations. Et la performance se dégrade encore plus. Idéalement, c'est mélanger les équipes ensemble, enfin pas les mélanger, mais les faire communiquer ensemble, les faire se rapprocher, les faire échanger. Les devs, les ops, mais aussi la sécurité, le business, savoir quel est le besoin business, intégrer tout de suite les besoins de la sécurité au sein de l'automatisation. Ça, c'est une question qu'on a très souvent quand on présente un outil, c'est « Ah je vais gagner en productivité, du coup je vais pouvoir licencier des gens ».
Je ne sais pas si c'est ce que des gens ici pensent aussi. Alors ça, c'est faux. Quand on met en place un outil d'automatisation, on ne va surtout pas remplacer des gens. Ce qui va se passer, au contraire, c'est qu'on va pouvoir mieux travailler, on va pouvoir résoudre des problèmes et on va pouvoir utiliser les personnels pour faire des choses qui sont pertinentes. Un humain, il n'est pas très bon pour répéter des tâches, c'est une tâche qui est aliénante. Par contre, pour réfléchir, pour se projeter dans l'avenir, pour se projeter dans des nouvelles architectures, c'est là où la force de l'humain réside. Donc en mettant en place un outil d'automatisation, on va libérer effectivement de la ressource, mais pour améliorer les systèmes existants, pour aller vers l'architecture suivante, pour augmenter encore en productivité. Mais on ne va surtout pas pouvoir licencier des gens, et en justifiant, en disant que c'est des DevOps, du coup ils savent faire du Dev et du Ops en même temps, et on n'a pas besoin d'avoir les deux types de population. Ensuite, il y a un gros problème qui est souvent ignoré dans les outils d'automatisation, c'est que ça met beaucoup de temps à être mis en place. Entre le moment où on décide de le mettre en place et au moment où il est déployé effectivement partout, le temps est en général plus long que ce qu'on estime, même quand on estime de façon réaliste. Il y a un impact énorme sur une DSI. Il faut changer les procédures de travail, il faut changer ce qui est présent sur les systèmes. On a probablement des migrations à faire évoluer les systèmes vers une nouvelle solution. Et il y a un temps de formation aussi. Il faut former les équipes pour qu'elles sachent l'utiliser. Là, tout à l'heure, on m'a raconté une anecdote sur une société qui avait acheté un outil justement d'automatisation, qu'ils l'ont acheté. Ils ont cramé tout leur budget d'automatisation de l'année. Du coup, ils l'ont laissé sur une boîte pendant une année, enfin dans l'étagère pendant une année. Et l'année suivante, ils ont eu du budget pour le mettre en place, donc pour former les gens, pour faire l'implémentation, etc. Donc ils ont pris un an de retard juste pour des questions budgétaires parce qu'ils n'avaient pas anticipé qu'il y avait un temps à provisionner et des ressources à provisionner pour déployer l'outil et avoir un gain sur cet outil. Ensuite, transposer directement les méthodes qui existent dans l'outil d'automatisation, on ne va pas gagner et on va avoir aucun avantage en faisant ça. On a souvent des process manuels qui existent pour une raison simple, c'est quand on est un humain et qu'on fait une tâche manuelle, on a un risque d'erreur. Du coup, il faut des personnes qui vérifient les actions, il faut faire des demandes de changement. C'est des choses qui sont très importantes, même en cas d'un outil d'automatisation, mais il faut les relaxer. Si on fait automatiquement une action sur 2000 machines, on ne peut pas faire 2000 demandes de changement manuellement avec quelqu'un qui va repasser à la fin sur les 2000 machines manuellement pour vérifier si ça a été bien fait. En faisant ça, on se retrouve avec des goulots d'étranglement atroces et on n'a rien automatisé parce qu'au final, on a fait juste le travail 2 fois. Enfin, ces outils nous donnent des feedbacks, nous donnent des retours d'informations. Ils sont parfois durs à exploiter selon les types d'outils qu'il y a. Parfois, c'est des choses à lire en ligne de commande, mais il faut quand même les exploiter. Il faut quand même regarder ce qui se passe, voir si tout marche bien. Si on ne les regarde pas, on ne va pas savoir s'il y a eu un problème. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui est très rigolote sur justement une allégorie des systèmes d'automatisation. On voit une dame qui est en train de prendre son petit déjeuner en lisant un livre, et à côté, il y a un bras manipulateur qui prend une boîte de céréales qu'il renverse partout et qui renverse du lait partout, qui était censé donc juste remplir le bol avec un céréale et un lait. Et c'était une allégorie des systèmes d'automatisation où on pense que tout marche bien et en fait on n'a juste pas surveillé, pas regardé les messages d'erreur. Et en fait on mesure avec les clients, si un client crie, c'est qu'il y a un problème, sans vérifier proactivement qu'il pourrait y avoir quelque chose. Aussi, on a beaucoup d'informations qu'on devrait stocker pour faire des post-mortem, pour voir qu'est-ce qui n'a pas allé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Ensuite, alors ça c'était vrai avant, c'est beaucoup moins vrai maintenant, mais à une époque on avait le Configuration Management Hero.
Donc c'était la personne qui avait mis toute seule en place l'outil d'automatisation ou de gestion de configuration dans l'entreprise. Tout seul, sans en parler aux autres, qui était la seule personne à maîtriser l'outil, à croire que à penser que l'outil faisait bien ce qu'il fallait. C'était le cas, mais il n'y avait eu aucun travail pour impliquer les autres personnes de l'équipe qui n'avaient pas les compétences, et l'entreprise ne faisait rien pour garder ses compétences. C'était le seul à le maîtriser, c'était le seul à l'utiliser pour de vrai, et quand il y avait un problème la nuit, c'est le seul à être réveillé. Alors ça, c'est un cas qui est arrivé à LinkedIn. Donc LinkedIn, vous connaissez, le réseau social professionnel. Ils ont mis en place un outil de gestion de configuration il y a assez longtemps. Il y avait une personne qui maîtrisait l'ensemble. Il gère 50 000 serveurs quasiment tout seul. Au début, c'était ça. Et à un moment, il a voulu partir. Parce que là où il vivait, ça ne lui plaisait plus. Et c'était devenu une ressource critique pour LinkedIn. LinkedIn lui a dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu restes ?» Il a dit « Je veux habiter dans une maison à côté d'un lac pour faire ça, pouvoir travailler à distance. » Il a eu sa maison à côté du lac et avec 2 fibres optiques qui partent de la maison pour qu'il puisse travailler en remote et que ça marche tout le temps. Alors maintenant, ils sont en train de justement travailler pour impliquer d'autres personnes, mais pendant un moment, c'était vraiment lui qui gérait les 50 000 machines de LinkedIn à la main. Enfin à la main et avec l'outil. Enfin, la dernière erreur, c'est ne traiter qu'un sous-ensemble, n'automatiser qu'un bout d'un processus ou qu'une petite partie d'un système beaucoup plus grand, sans vérifier s'il va y avoir un impact sur d'autres personnes, sur d'autres entités de l'entreprise. Par exemple, automatiser un bout de provisioning de VM, mais sans prévenir les autres personnes qu'il y aura des choses à faire. Et on se retrouve avec un système qui va basculer dans une équipe et les autres qui ne seront pas au courant et qui devront changer tout à un moment. Ou alors concentrer beaucoup d'efforts sur une tâche qui, au final, va faire gagner 2-3 minutes dans un déploiement de VM qui en prend 3 semaines et en ignorant tout le reste. Ce qui est très important, c'est de regarder tout le pipeline et de vérifier quels sont chaque goulot d'étranglement et de travailler sur les plus gros goulots d'étranglement en premier pour avoir un meilleur bénéfice et quitte à changer complètement le pipeline de production, de gestion des systèmes. Ce qui fait que, évidemment, ça peut prendre beaucoup de temps parce qu'il faut réfléchir aux impacts, aux changements. Ça implique beaucoup de personnes, ça implique en général, un projet d'automatisation implique beaucoup plus de personnes que ce qu'on pense au début, mais c'est très important de prendre en compte le fait qu'il y a beaucoup d'impact tout autour et que ça va changer énormément de choses dans les méthodes de travail, dans les façons de penser des utilisateurs et des clients de l'entreprise aussi. Voilà. C'était assez rapide, j'avais que 15 minutes. Je crois que j'ai 2 minutes pour les questions, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de questions, je peux essayer de meubler 2 minutes, mais je ne sais pas si ça va être intéressant. Ou des remarques, ou des choses où vous n'êtes pas d'accord. Bon, très bien, merci beaucoup.